Bonsoir à tous, bienvenue après cette longue trêve hivernale pour ce 15e numéro du Bistrot d'Aléolosque, le retour du Bistrot d'Aléolosque, le retour de l'émission des supporters du LOSC réalisée par les supporters du LOSC, notamment les Docs du Net et le site Aléolosque, pour les supporters du LOSC. Le principe, on évoque chaque semaine l'actualité du club avec des piliers du bistrot que je vais vous présenter tout de suite et un invité. Alors, on va commencer par les piliers. Il est en train de siroter sa boisson. Il nous a rejoint toujours en provenance d'Italie. Donc, il s'agit de Lorenzo qui s'occupe du compte Twitter Dogs Italia. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir, bonsoir, regarde, bonsoir à tous. Et ça fait un an que la page existe sur Twitter et sur Instagram, donc Italia. Donc, je viens de faire mon premier anniversaire. Donc, Eh bien, voilà. bon anniversaire Lorenzo, on te le souhaite tous. Vous le reconnaissez également dans son décor de pagode japonaise, Christophe, Christophe D, vous le connaissez sous son nom de famille. Bonsoir Christophe. Ouais, salut à toutes et tous. Ouais, japonaise, ouais, ou pas, mais voilà, c'est toujours pareil, ça change pas. Il anime le compte Twitter Breaking Dose, c'est notre monsieur Big Data, il est aussi de retour parmi nous. Baptiste, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et Julien des Dogs de Paris, donc qui est un habitué de l'émission, qui est présent pour ses retours du bistrot et cette première émission de 2023. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous le reconnaissez certainement, c'est un habitué du bistrot, c'est un habitué de l'environnement du LOSC, c'est notre invité. Donc, il a passé les avant-fêtes de Noël sous le soleil espagnol ou napolitain. On l'appelle Monsieur LOSC à la Voix du Nord et c'est un témoin privilégié de la préparation du club pour cette demi-saison. C'est Olivier Fosseux de la Voix du Nord. Bonsoir Olivier. Bonsoir François, bonsoir à toutes et à tous, et puis bonne année à tous vos téléspectateurs. Je ne l'avais pas dit, mais effectivement, bonne année à tous. Alors, vous souhaite une très bonne saison, notamment sur le plan footballistique. Alors, vous savez ce que ça veut dire. On a des objectifs élevés au bistrot d'Aléolosque et une très bonne année sur le plan personnel. Au sommaire, donc, ce soir, nous reviendrons dans une première partie. Nous profiterons finalement du témoignage d'Olivier pour faire un retour sur la préparation du LOSC avant cette deuxième partie de saison, et notamment le stage en Espagne et les matchs amicaux qui ont précédé, et notamment qui se sont terminés par le très beau match au stade Armando Maradona à Naples. En deuxième partie d'émission, nous vous ferons un lot sur le Boxing Days. Donc, on reviendra sur les matchs de Clermont et de Reims qui étaient sur le ring à ce moment-là. Et en troisième partie, on viendra sur le futur, c'est-à-dire le prochain rendez-vous du LOSC, qui est le match de coupe contre Troyes. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite par cette première partie. Donc, un retour sur les matchs amicaux, sur la préparation de saison. Donc, on va commencer par toi, Olivier, parce que c'est toujours difficile de voir les matchs en préparation, même si cette année, les matchs en Espagne étaient diffusés sur le net, si je ne dis pas de bêtises, et ainsi que le match de Naples était sur une chaîne YouTube. Alors, plus globalement, avant de parler des matchs, comment tu as senti cette préparation du club? Quelle était l'ambiance? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a vu un groupe soudé, un groupe qui se préparait, qui était solide physiquement? Disons que sur l'Espagne, ils sont quand même partis, ils sont partis 8 jours. Et j'avais pu échanger, par exemple, avec Bafodé Diakité, qui lui, avait trouvé ce moment vraiment intéressant parce qu'il n'avait pas fait celle de juillet, par exemple. Donc, finalement, j'allais dire, ceux qui sont venus au fur et à mesure cet été ont peut-être comblé un vide en termes de connaissance du partenaire, de l'homme, parce que c'est le moment où finalement, forcément, vous avez les séances, vous avez les séances sur le terrain et vidéo, mais c'est aussi un moment où il y a une vie de groupe plus intense, hein, forcément.
même si, il y a, comment dire, il y a la possibilité puisque c'est des chambres individuelles, d'avoir un petit peu son moment un peu plus perso et tranquille. Voilà, vous passez beaucoup, beaucoup de temps ensemble et c'est un baromètre. Et j'avoue que alors moi j'ai fait 4 jours en Espagne avec le deuxième match contre les Hollandais du vendredi matin. Cambuur, si je me souviens C'est ça, bien. Cambuur. Voilà, exactement. Alors, ce qui est. Donc, j'ai pu assister. Alors, ça, c'est un privilège, mais comme j'étais tout seul, quand c'est comme ça, on ouvre un petit peu plus les portes, je pense. Et comme j'étais tout seul, j'ai pu assister à 2 séances d'entraînement et c'est effectivement assez intense. C'est sur des blocs de 1h30, 2 heures. Ou alors, j'ai assisté à une séance plus avec des ateliers de repositionnement assez tactiques et après des ateliers devant le but. Et où j'ai pu voir que, par exemple, Paulo Fonseca, c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'il est vraiment au milieu de ses joueurs, qu'il n'hésite pas à stopper, repositionner, faire refaire, demander. Par exemple, quand il avait son 11 de départ en tête, les autres joueurs forcément se plaçaient un peu comme l'équipe adverse ou ce qu'il avait comme élément sur l'équipe et demander de un petit peu s'adapter. Donc, c'est toujours très intéressant de voir ça. J'ai vu aussi des jeux animés où ils font un petit peu, les joueurs font il y a des mini-équipes, ils font des mini-tournois et c'est vraiment très, très animé, hein. Ça se joue pour gagner. Donc, je pense que des joueurs qui veulent gagner l'entraînement, ce sont aussi des joueurs qui veulent gagner en match, quoi. Voilà. Donc, il y a cet esprit-là qui est clairement ressorti. Et puis, ça joue. J'ai vu aussi, par exemple, ils ont voulu refaire une séance de tir au but. Alors peut-être que ça leur servira en Coupe de France, mais il y en a qui se sont amusés longuement à tester Lucas Chevalier, qui en redemandait. Voilà, et ça, forcément, ça chambrait un petit peu quand il y avait un arrêt ou un penalty réussi. Voilà, donc globalement, l'ambiance, moi j'ai pas été, voilà, j'ai pas été inquiet à aucun moment par rapport à ça. Alors, avant de laisser mes collègues du pilier poser quelques questions, peut-être sur justement l'ambiance de ce stage, j'ai une petite question un peu malicieuse, mais tu n'es pas obligé de répondre, hein. Il y avait des ateliers de passe courte devant le but de Chevalier ou pas du tout? Alors, tout de suite. Tu n'es pas Non, obligé de répondre, on va évoquer le sujet tout à l'heure. Donc, ouais, non, mais après, vous savez, par rapport à ça, je peux y répondre maintenant, hein. C'est une consigne de Paulo Fonseca. C'est-à-dire que, alors évidemment, Lucas, sur le match de lundi, il a deux, trois ballons plus ou moins mal négociés, on va dire. Mais c'est quelque chose qu'on lui demande. Et donc, quelque part, il applique. Mais du haut de ses 20 ans et du haut de ses 15 ou 16 matchs en Ligue 1. Donc, en tout cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas suivre les consignes du coach. Et je sais que sur un autre match où à un moment, il n'a pas respecté la consigne, on le lui a reproché. En lui disant, voilà, on part de toi, on part de derrière, et c'est passe au sol, et c'est ensuite orienté sur les côtés. Donc, alors oui, j'ai vu effectivement des ateliers qui commençaient comme ça en Espagne. on va en reparler tout à l'heure Ouais. quand on évoquera le match de Reims, parce que c'est dans l'ensemble finalement des polémiques d'après-match. Est-ce que quelqu'un a une question à ce stade de l'émission? Julien, Oui, oui, Julien ouais, peut-être parce qu'on n'a pas pu tout suivre. Et pour le coup, toi, Olivier, tu as vraiment été un témoin privilégié de tout ça. On a beaucoup lu, et sous ta plume, qu'il y avait une montée en puissance d'Alan Virginius. Donc, Ouais. qu'est-ce que ça a donné vraiment? Qu'est-ce que tu as vu, toi, sur le terrain? Parce que moi, pour tout te dire, j'ai vu le match de Naples, mais je n'ai pas vu les autres matchs de préparation. Alors, je vais d'abord parler sur les séances d'entraînement, où j'ai assisté je l'ai raconté d'ailleurs, mais je vais peut-être la détailler un peu, l'anecdote, où la veille de match de Cambuur, forcément, Paulo Fonseca est plutôt honnête, hein, il ne cherche pas à piéger quoi que ce soit, il a fait sa mise en place.
Voilà, il n'y a pas eu de. Parce que parfois, j'ai déjà connu des entraîneurs par le passé qui, les veilles de match où les journalistes pouvaient assister, mettaient un 11 complètement différent et on se posait des questions. Là, il a été clair et net. C'est Et ensuite, Vaïd qui faisait ça, non? comment? C'est Vaïd qui faisait ça? Ouais, il y a Vaïd. Rudy Garcia était. Il pouvait être un petit peu filou. Après, on est Dans toujours ce le sens-là. même. René, René Girard aussi. Maintenant, il fait semblant de ne pas faire jouer Ronaldo, Rudy Garcia. Ouais, là, ça va être. Ouais, ça pourra encore faire l'objet d'une émission, ça. Euh, et donc, et là, Virginius a fait. L'idée, c'était de passer le ballon, piquer un peu le ballon, que l'attaquant file sur le côté et file au but voilà, pour se créer une occasion. Et là, Virginius, que finalement on ne connaît pas bien, hein, je l'ai trouvé extrêmement adroit et symboliquement, c'était assez terrible parce que dans le même temps, vous aviez sur l'autre partie de terrain Mohamed Bayo, qui a quand même été recruté 14 millions d'euros, qui était tout seul avec un membre du staff à taper devant un but vide. Et j'avais trouvé l'écart, l'image, le symbole un peu fort parce que finalement, le petit Virginius, eh ben, lui, s'éclatait comme un fou, il était à l'aise. Et le lendemain, contre Cambuur, d'ailleurs, c'est lui qui ouvre le score hein, sur un centre alors, je ne sais plus si c'est Angel Gomez ou Zegrova. C'est Angel Gomez, je crois. C'est Zegrova qui est juste avant. Et Virginius, très à l'aise. Franchement, voilà. Alors après, sur Virginius, on voit aussi la différence entre l'équipe hollandaise qui est quand même qui était à une belle opposition, on va dire, pour le moment, pour l'instant-là, mais entre eux et un club de Ligue 1. Parce que vous avez bien vu qu'à Clermont, il est tombé sur des gens plus costauds et plus expérimentés dans l'axe et avec un bloc un peu plus bas et qu'il a eu déjà un peu plus de mal à s'exprimer. Donc, moi, je trouve que, ça c'est un avis perso, je pense qu'on va reparler de ce jeune homme. Et là, il va faire sans doute un peu de salle, il va prendre un peu en puissance. muscle, ouais, en puissance, parce qu'il il a un démarrage assez étonnant et puis il cadre. Donc, voilà, Ouais, forcément pour un il lui attaquant. manque peut-être un peu de présence physique Ouais, c'est ça. au cœur de la mêlée. Et d'ailleurs, c'est aussi un des sujets du match de Reims, finalement. C'est aussi une Dommage, question ouais. qu'on va se poser à la fin du match de Reims. En tout cas, c'est une question qu'on se posait dans la tribune. J'ai oublié de le dire, mais bien sûr, vous connaissez le principe de l'émission. Vous êtes déjà nombreux à vous être installés devant votre écran d'ordinateur. Vous pouvez poser des questions en direct sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Alelosque. Nous reprendrons vos commentaires et nous poserons les questions éventuellement à Olivier si il est concerné. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet? Bah, moi, je suis un peu étonné par le propos d'Olivier quand il dit que Bayo s'entraînait tout seul avec un entraîneur. C'est ce que j'allais dire, ouais. Moi, ça me choque carrément. Je veux dire, s'il est déjà mis sur la touche comme ça et qu'on lui donne des 3 minutes de jeu, les beaux matchs, Bah, j'ai un gros doute que ça va venir. cette fois-là, le lendemain, il n'a pas joué. Donc, voilà. Ah ouais, Et à Clermont, il joue quoi? 3 minutes, 4, bon, il marque, hein, mais il joue 4 ouais, ouais. minutes. Il rentre à Et il a joué un 99. peu plus. Il a joué, alors je pense qu'entre-temps, il y a le match de Naples où il a eu un peu plus de temps de jeu et son entrée était intéressante. Bah Faut oui, pas, oui, c'est tout à fait. Je trouve que c'est pas inintéressant ce qu'il fait. Alors, s'il est à l'écart comme ça m'embête un peu. Quoi. Je veux Voilà, dire, c'est bon, ça. C'est pas tant le temps de jeu qui peut nous étonner, c'est le fait qu'il soit mis à l'écart, sauf si effectivement il y avait une blessure, une petite gêne et Alors, il fallait qu'il. que ce soit bien clair, c'est uniquement sur cette séance de veille de match, hein. Celle d'avant, celle du journée d'avant, il avait participé normalement aux ateliers. Il n'y avait eu aucun. Là, je vous raconte l'anecdote parce que ça m'avait un Bah petit oui, peu c'était pas longtemps. marqué. Mais on était sur une veille de match. Alors, Est-ce qu'il y avait est-ce que c'était déjà décidé qu'il n'allait pas jouer, vous voyez? est-ce que c'était une petite gêne? Est-ce que c'était finalement un entraînement Ouais, spécifique pour le préparer au match d'après? voilà, Voilà, exactement. il faudra, à la limite, à la prochaine conférence de presse, tu pourras peut-être reposer la Ouais, question en évoquant l'extrait du bistrot. Après, les limites physiques de Virginius, elles sont réelles. C'est un joueur qui est très léger et certainement pour le moment trop léger pour le haut niveau. Je crois que c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, mais
À une époque, j'ai bossé à Sedan. Cédric Mionnet à l'entraînement, c'était un truc de malade. J'ai jamais vu de ma vie un joueur cadrer autant, marquer autant de buts. Mais si vous vous souvenez de Cédric Mionnet, c'était un format 1m70, certainement 60 kilos. Et dès qu'il prenait un coup d'épaule, il volait. Et malheureusement, peut-être pour ça, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, parce que c'était un mec qui était incroyable. Et là, c'est ce qu'on voit avec Virginius, c'est que dès que ça devient un peu plus dense physiquement, ces kilos, là, à 20 balais, c'est des kilos qui lui manquent, quoi. Alors, on a beau jeu de dire ça, on a des kilos en trop, hein, mais... Alors, on peut donner faire un don. allez, je donne. Il est encore très jeune, hein, il vient d'avoir 20 ans. En dehors de Virginius, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment ressortis de ce stage? Je pense par exemple à Baleba ou d'autres. Ou Zegrova, parce que Zegrova, derrière, il fait 2 matchs titulaires, donc ça interpelle quand même. Alors, Zegrova sur le stage, alors après, j'ai toujours du mal à. Parce que je n'ai pas envie de comparer Cambuur, Naples et Clermont, ce n'est pas du tout du même calibre. Contre Cambuur, il avait été super, super bien. Après à Clermont, je ne l'ai pas trouvé mauvais, hein. Il se crée les occasions. Il fait une bonne première mi-temps, Clermont. Il fait une bonne première mi-temps. Il se crée les occasions. Il y a un arrêt du gardien au premier poteau, là, si ma mémoire est bonne. Et après, il y a une frappe qui passe au ras du poteau. Moi, je trouve qu'il y a un joueur qui je suis un petit peu épaté là en ce moment, c'est Diallo. Je trouve que Diallo, je l'avais déjà vu et je l'avais vu au stage aussi, où je le trouve. Pourtant, je pense que c'est un sanguin, ce monsieur Thiago là, mais j'ai l'impression qu'il canalise un petit peu mieux sur le terrain. Je dis pas que c'est encore parfait, hein, parce que de temps en temps, on sent que ça boue. Mais en tout cas, j'ai même là sur le match de Reims, j'ai en mémoire une intervention dans la surface. C'est énorme. Moi, j'avais parlé avec des gens qui le connaissaient quand il jouait à Milan. Ouais. Il y a du monde qui m'a dit non, mais tu vas voir, il n'est pas bon du tout. Vous avez pris un défenseur qui n'est pas prêt, tout ça. Franchement, moi, je le vois faire des choses cette année que vraiment de sagesse. Il sait bien se placer. Vraiment, avec une facilité aussi, c'est incroyable. Je ne suis pas étonné qu'en Italie, il cherche un défenseur comme ça, hein, je vous avoue. Après, il a 4 ans de plus par rapport à son départ de Milan. Ouais. Et puis, il a gardé son atout principal qui était la vitesse. Et d'ailleurs, puisque vous êtes friand d'anecdotes pour votre émission, au stage en Espagne, à un moment, sur l'entraînement de milieu de semaine, il s'amusait. Alors, il était avec José Fonte. Et avec un autre préparateur, il travaillait son jeu de tête. C'est-à-dire que j'ai peut-être vu, je ne sais pas, le préparateur, il a envoyé 40, 50, 60 ballons, comme si c'était un ballon qui arrivait du milieu de terrain. Hein. Donc lui, il était dans une surface. Et à côté, à 3-4 mètres, vous aviez José qui lui disait non, là, tu dois la prendre comme ça, là, tu dois la mettre là. Et un peu un spécifique gestion du ballon aérien. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous aide à mieux comprendre les progressions du jeune homme, et puis il a gardé ce côté athlétique, hein, très rapide sur l'homme. Donc je pense qu'on va avoir, ça peut être le bonhomme de cette deuxième partie de saison. Il a un défaut de maturité, hein, c'est qu'on sait en gros qu'il va toujours faire une grosse couille par match. Bon, Adil Rami, il a fait toute sa carrière chez nous comme ça. Hein, donc, après, ça n'empêche pas de devenir champion de France. Mais je pense qu'en. Un peu quand même, Julien. Je pense que c'est vraiment nous, à chaque fois, même contre Reims, moi j'avais l'impression, je dis non, elle va perdre le ballon, c'est fini, tout ça. Mais je commence à penser que c'est vraiment son style de jeu. Parce qu'après, il s'en sort toujours. Donc, ça veut dire qu'il est intelligent. Il sait comment sortir même des situations les plus difficiles. Donc, je commence à penser que c'est un peu son style de jeu. Mais avec l'expérience, il va apprendre justement à se rattraper et à rattraper ses erreurs. C'est comme Adil Rami aussi, il a pris de l'expérience. Tu citais qu'il a été champion de France en faisant au moins une bourde par match. Quand il était champion du monde, il a fait aucune bourde par match. Bon, il n'avait pas joué, certes, mais en tout cas, il était en nette amélioration sur ses statistiques. Il a quand même dû rester à un hôtel.
J'ai pas entendu, Christophe. Il a quand même fait des bourdes à l'hôtel, quand même. Ouais, c'est Ouais, ouais, mais celles-là, elles ne sont pas comptées dans les statistiques et elles sont pas punies par la VAR. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous propose peut-être de conclure cette première partie sur la préparation d'avant-match. Alors, juste peut-être un petit mot sur le résultat à Naples qui était très encourageant avec un match très abouti. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce que c'était l'équipe type de Naples? Lorenzo, toi qui es un spécialiste du foot italien? C'est pas vraiment l'équipe type, mais en gros, Naples, il n'a pas eu beaucoup de joueurs à la Coupe du Monde, sauf Zielinski, parce qu'après, les attaquants, Osimhen, il était là, Kvaratskhelia, il était là. Mais à part ça, moi, je voulais dire des mots sur ce match-là, parce que moi, j'étais très fier de ce match-là. Je sais que c'est un match amical, mais les gars, en Italie, il n'y a pas du monde qui regarde la Liga, il faut l'avouer. C'est une bataille un peu qu'on porte, ça fait des années avec des potes à moi qu'on suit le foot français. Et c'est vraiment de ce match-là, en plus en Italie, il était diffusé par DAZN en direct. Mercredi soir, il n'y avait pas de match, donc il y a du monde qui l'a regardé parce que Naples est en tête de la Serie A. Et je vous avoue qu'on a vraiment fait une figure, comment dire, wow, voilà, ce club, ça joue au foot quand même. Donc ça, c'était vraiment très bien. Ça, c'est le côté beau qu'on voit dans le style de jeu de Fonseca. Mais après, Naples, c'est vrai que les matchs amicaux, il n'a pas fait des bons matchs dans cette préparation. Là, il est en train de jouer contre l'Inter, mais c'était des amicaux. Je pense que c'est pas ça le problème. Donc, je dis qu'on a gagné contre l'équipe type de Naples. Donc, ça fait vraiment bien espérer pour cette deuxième partie de saison. En tout cas, c'était une belle équipe de Naples jusqu'à l'heure de jeu où il y a tous les changements. Ouais, c'est ça. Après, ça fait déjà 2-0 quand il y a tous les changements. Donc, c'est ça. c'était un Lille efficace. D'ailleurs, ce qui est dommage parce que ils ont été efficaces contre Naples et ils l'ont été moins ensuite en Ligue 1. Et dans le jeu, moi, je les avais trouvés vraiment très intéressants. Un bloc compact. Voilà. Franchement, ils n'ont pas volé leur succès à Naples. Hein. Et je le rappelle, hein, Lorenzo l'a vu, 15 000 spectateurs pour un match amical quand même. Enfin, franchement, il y avait de l'ambiance. C'était un bon moment. Et avec un entraîneur de Naples, à voir sa tête, il n'était pas venu pour perdre le match et il n'était pas particulièrement satisfait de la branlée qu'il a prise. Hein. Sincèrement, il était vraiment fâché. Hein. Donc, je pense qu'ils l'ont pris au sérieux. Et en effet, le fait qu'ils mettent son vrai 11 en première mi-temps prouve qu'il avait pris le match au sérieux. Et pourtant, on l'a gagné largement. Ça a créé des problèmes parce qu'ils ont dit oui, Lille joue bien au foot, mais ils ont commencé à critiquer parce qu'après Naples, c'est comme Rome, c'est des villes comme ça. Il ne faut pas perdre un match comme ça, tu vois. Donc, ils ont commencé à critiquer. Ça m'a vraiment touché parce qu'ils ont vraiment beaucoup parlé du LOSC dans 2-3 jours pour cette défaite du Naples. Donc, voilà. Alors, on a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a beaucoup qui concernent Zegrova. Je crois que le fan club de Zegrova s'est connecté sur le bistrot d'Aelos. On reprendra les commentaires globalement après ceux des 2 matchs de la semaine dernière. Ça tapera moins sur Bamba, c'est bien. Voilà, tout à fait. Et il y en a un qui me plaît. Il y a un échange qui dit à un moment si Zegrova était titulaire, il faudrait que Bayo le soit à la limite. Et puis donc Patrice qui répond que on peut voir les choses autrement. Si Bayo est sur le banc, alors Zegrova doit y être aussi. Donc voilà, ça vous donne un peu le ton, le ton, mais on veut pas non plus assassiner les joueurs. On essaiera de le faire avec un peu plus d'humour, ou en tout cas un peu plus de délicatesse tout à l'heure. Et tu as un commentaire d'ailleurs qui t'est directement concerné, Julien, Pierre Ambroise, qui dit t'inquiète pour Bamba, Julien Boulanger. C'est-à-dire que les commentaires vont peut-être arriver tout à l'heure, on y reviendra également. Je suis attendu sur Bamba, je suis attendu. Voilà, je vous propose de passer sur la partie Boxing Day finalement pour le LOSC, donc un retour sur les 2 matchs, le match de Clermont, le match contre Reims. Baptiste, est-ce que tu as préparé des statistiques du match de Clermont? De Clermont. Je t'ai collé. Ouais, tu m'as collé, mais je les ai, elles vont être sous mes yeux, juste ici. Sinon, je les ai. Je te laisse te préparer celle de Reims. Hein. Allez, on va faire ça. Bon, alors le match de Clermont, donc je vous rappelle, donc 2-0 pour le LOSC avec des statistiques qui sont
plutôt en faveur de Lille. En nombre de tirs, 14 tirs pour Lille, 9 tirs pour Clermont, 3 cadrés de chaque côté, avec une possession de 58 à 42 en faveur du LOSC. 519 passes pour le LOSC, 372 pour Clermont, 17 fautes pour Lille et 9 contre pour Clermont, 2 cartons jaunes partout, un carton rouge, on se souvient, en fin de match pour Clermont, et 3 hors-jeu partout et 3 corners partout. Donc, une victoire 2-0 finalement qui faisait suite au match de Naples et qui était plutôt encourageante, même si quand on regarde dans le détail, tout n'était pas parfait ce jour-là. Olivier, tu étais également présent à Clermont, je pense. Tu fais un beau métier quand même. Tu fais un beau métier. Comment tu l'as vécu ce match, hein? Alors, déjà, sur les statistiques que tu as citées, François, il y en a une qui est quand même assez étonnante, c'est seulement 3 frappes cadrées. Ouais. Donc, c'est celle à retenir, je pense, enfin pour moi, surtout ce que tu as cité, parce que après, vous pouvez tirer 20, 25, 30 fois si vous n'encadrez pas une, voilà. Et donc, 3, c'est. Alors, on peut dire que c'est bien parce qu'ils en ont mis 2, mais 3, c'est pas beaucoup, vous voyez. Donc, c'est qu'il y avait quand même déjà encore ces petites difficultés sur le but. Ce qui m'a dérangé, c'est le début de match, on va dire. J'ai trouvé qu'il y a eu des fautes un peu inhabituelles. Alors, c'est de placement ou de concentration qui font que clairement, on aurait pu ouvrir la marque finalement. Alors que une heure plus tard, quand on analyse le match, la victoire n'est pas volée. Hein. Dans le jeu, Lille avait montré des belles choses. Lucas Chevalier passe globalement une soirée tranquille, pas extrêmement inquiété. Et donc voilà, donc, ce qui m'a embêté, c'est ce début de match où j'ai en tête là, à un moment, une mésentente Fonté, je crois que c'est Fonté-André, et c'est qui a un ballon qui revient dans la surface, et c'est André qui revient pour l'enlever. Voilà, il y avait eu un autre ballon pareil dans l'axe. Donc voilà, je pense que si Lille veut jouer veut intégrer le top 5, c'est un peu l'objectif affiché, le travail à faire très rapidement sur les prochaines semaines, c'est ces petits détails-là. Alors, à Clermont, ça a marché, ils ont pris les 3 points, mais les petits détails, c'est ce qu'ils ont payé lundi contre Reims. C'est ce qu'ils ont payé lundi, c'est ce qu'ils ont payé sur les matchs précédents où ils ont perdu des points contre les équipes présumées plus faibles. Ouais, et comme vous êtes sur un championnat de Ligue 1 à 2 vitesses globalement, et où il y a un groupe de 6-7 qui vont jouer les 6 places européennes, faudrait pas être, je ne vais pas employer de gros mots, hein, mais il ne faudrait pas être le 7e. La place du cocu. Voilà, je préfère que tu le dises. Mais voilà, ça serait dommage parce que ça va se jouer. Je veux dire, on l'a vu, hein, Lille sur un match tient tête à Rennes, Lille a tapé Monaco, Paris, on ne va pas revenir là-dessus, mais à Marseille, ils doivent gagner. À Lyon, pareil, on domine. Ouais, à Lyon, Lyon est derrière aussi. Donc, je parlais des équipes du top 7. Mais voilà. Donc, s'ils gomment ces petits détails-là qui font que ça va les rendre plus solides et plus sûrs d'eux, peut-être dégager plus de sérénité, et je me dis qu'il y a vraiment de belles choses à faire. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose sur ce match, sur ton sentiment? Tu l'as vu à la télévision, je pense? Ouais, je pense que tout le monde l'a vu à la télévision. Ce que j'ai remarqué, entre guillemets, c'est peut-être un point noir, mais c'est cette facilité qu'on a à ne pas concrétiser nos occasions. Alors certes, on n'a pas beaucoup cadré de tirs, mais si on se fait, comme contre Reims, revenir dans les 10-15 dernières minutes, on enchaîne encore un match nul. Donc c'est vraiment un réel problème, mais je pense qu'on pourra revenir plus en détail face à Reims. Mais voilà, on n'arrive pas à concrétiser nos occasions, on n'arrive pas à se mettre à l'abri plus rapidement, alors qu'honnêtement, au moins, je pense, par 5 fois, on peut se mettre à l'abri pendant ce match. Tu es du même avis, Christophe? Ouais, et c'est vrai. Et en plus, ce côté fébrile en défense, on se fait des passes, on se fait des relances trop molles. Ah merde, j'ai loupé, et du coup, ça repart en compte direct derrière, parce qu'on est forcément déjà haut. Ou alors, on perd le ballon au milieu de terrain à 40 mètres, et ben, le peu que le gars qui a pris le ballon ne fasse pas l'effort défensif, tu as tout de suite un trou. Et on joue avec le feu avec notre jeu. Hein. Après, bon, c'est le jeu qui va faire Fonseca, pourquoi pas. Mais on joue avec le feu. Et si on revient le match contre Clermont, ok, on n'a pas d'occasion franche. On a quand même un mec de Clermont qui, à 10 mètres du but, tire au-dessus.
Alors, on le remercie encore, on remercie sa famille, on remercie tout le monde. Il y en a un autre qui arrive, qui perce, qui a le but grand ouvert et qui met une mine, mais 5 mètres à côté. Et un troisième, pareil, il arrive, bon, il tire moins loin, lui, il tire pas loin du but. Mais il y a eu 3 grosses occasions de but où ils n'ont pas réussi à cadrer. On aurait dit qu'ils avaient que des Zegrova devant. C'est incroyable. Donc, c'était vraiment. On a eu chaud quand même. On n'est jamais serein, quoi. On n'est jamais serein sur un match en se disant voilà, ça fait 1-0, le match est fini, quoi. Non, c'est jamais vrai, ça. Lorenzo, Julien, sur ce sentiment de match, vous voulez rajouter quelque chose? Complètement. Clermont avant danger. Et on met le deuxième à la 94e. Donc, ça veut dire qu'on ne s'est jamais mis à l'abri. Et finalement, le scénario, il est très semblable au match de Reims. On venait de parler du match de Naples. Très sérieusement, moi, ça avait créé beaucoup d'attentes de mon côté, où j'étais vraiment dans un délire. Ils viennent de faire une super préparation. Ils sont montés en puissance parce que quand tu voyais chaque match, tu avais l'impression que ça jouait de mieux en mieux. Les gars, Weah et David, étaient revenus de la Coupe du Monde. Moi, vraiment, j'imaginais un rouleau compresseur. Et tu vois une équipe qui n'arrive pas à conclure, qui n'arrive pas à mettre ce fameux deuxième but plus tôt, qui gagne un match contre Clermont ou qui fait nul contre Reims, parce que l'adversaire n'est pas forcément super réaliste devant le but, quoi. On s'en sort bien, on passe quelque part par une belle fenêtre. Donc c'est un peu dur. Moi, ce n'est pas des matchs que j'ai super bien vécu. Et Clermont, je ne l'ai pas super bien vécu, parce qu'encore une fois, premier but, c'est 68e, et on a plutôt une domination stérile en première. Avec des trucs bizarres comme Benjamin André qui rentre jamais dans sa première mi-temps, qui rate plein de passes, qui passe complètement à travers, et on n'a vraiment pas l'habitude. Et puis ce deuxième but, j'ai presque envie de dire qu'il est anecdotique, parce que franchement, à 94e, ça compte plus vraiment, quoi. Alors, Lorenzo, si quand Mohamed Boayo marque, vous dites que c'est anecdotique. Non, je l'ai dit. C'est à la fois anecdotique et puis c'est symbolique, on espère, d'une renaissance ou en tout cas d'une naissance à Lille. Lorenzo, juste si tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet, et puis on enchaîne tout de suite avec toi sur tes tops et tes flops. Moi, je dis juste que après le jeu du LOSC, c'est pas facile avec les équipes qui essaient de se défendre, de répartir comme ça un peu. Et c'est comme ça qu'on sort des matchs incroyables contre des équipes contre Naples, par exemple, peut-être nous joue la tête haute pour essayer de le gagner. Donc, des fois, des matchs comme ça, c'est un peu des matchs pièges. Donc, il faut les gagner. Voilà, quand tu commences à pas gagner contre Reims, déjà, ça pose un problème. Donc, sur ça, je suis d'accord. Mais contre Monaco, contre des équipes qui sont à notre niveau du classement, on a vu qu'on peut faire des matchs. Pour moi, comme je l'avais dit, on a juste vraiment jeté les 2 matchs. Un, c'était contre Nice à la maison et l'autre, c'était à Lorient, parce que le reste, plus ou moins, ça va. Sur Zegrova, on va en parler parce que moi, je ne veux pas le défendre, mais je ne sais pas. Vraiment, ça manque juste les dernières 15 mètres. Mais c'était un problème qu'avait aussi Vinicius avant d'Ancelotti au Real Madrid. Donc, je suis confiant quand même. Bon, bah, écoute, on espère que tu es prophète. Je sais que la comparaison, c'est un peu… Voilà. Ouais, non, franchement. Je ne sais pas comment on dit. Il est kosovar, je crois, Zegrova. Ouais. Je ne sais pas comment on dit Maître Dupont-Moretti en kosovar, mais en tout cas, tu mérites le titre, Lorenzo. Alors, juste pour rappel, le Kosovo, c'est à 250 bornes de l'Italie. Donc, vous comprendrez pourquoi il sera le seul à défendre Zegrova. Il y a la mer quand même, mais moi… il y a la mer, mais il y a le Kosovo de l'autre côté. Je ne suis pas trop loin de là-bas. Bon, il est 21h06. Très rapidement, un tour de table sur les tops et flops, mais vraiment très rapidement, même sans trop de commentaires. Et après, on bascule sur le match de Reims. Lorenzo, garde la main. Les joueurs que tu as retenus en positif et en négatif sur le match de Clermont. En positif, je dis Angel Gomez, parce que c'est l'unique joueur qui a joué tout le match jusqu'à ce moment-là. Il a été important dans beaucoup de ce match-là. Donc, franchement, même son match à Clermont, il est complet. Et il nous fait gagner parce que si on n'a pas ce penalty, je ne sais pas si on arrive à marquer un but. Et dans les flops, je le mets Zegrova pour vous dire que c'est pas que je suis content avec cette Finalement, tu es un très mauvais avocat. C'est juste que, je ne sais pas, moi j'ai une théorie et je pense que si Fonseca il commence à le titulariser, chose qui n'était pas passée, pas du tout, pendant la première partie de saison, c'est parce qu'il a vu que c'est quand même un joueur qui peut apporter. Pas facile de trouver des joueurs comme ça qui, à chaque match, ils peuvent créer quelque chose. Le problème, c'est que si tu crées beaucoup, mais tu cadres jamais, c'est un peu un problème de précision. Voilà.
Christophe, tu veux nous faire part de tes top et flop? Moi, je dirais un flop. Je suis d'accord avec André, avec Julien sur André. C'est vrai que André n'a vraiment pas été bon sur ce match-là. En plus, il s'est énervé assez vite. C'est souvent un signe que ça va pas très fort. Le top, je dirais Diakité, j'aime bien son début d'année, enfin début de, je sais pas comment on dit, de retour. Et David, parce qu'on voit que quand on joue sans David et quand on joue avec David, c'est pas l'équipe, quoi. Donc ça, franchement, ouais. Lui, il est quand même précieux et c'est bon, c'est embêtant de le perdre bientôt, mais Julien, tu nous fais part de ta sélection? Ouais, top. Angel Gomez, il a fait un gros match contre Clermont. Il était un peu partout. Il a été précis dans les passes. Thiago Diallo, qui fait vraiment un gros début de saison, on l'a dit tout à l'heure, en étant plus concentré, peut-être plus concerné. Et Cabella, j'ai presque envie de dire pour l'ensemble de son œuvre, parce que finalement, devant, c'est certainement celui qui joue le plus juste, qui rate le moins de passes, en jouant beaucoup vers l'avant. Les flops, je l'ai dit, Benjamin André, même s'il s'est rattrapé sur sa deuxième, sa première, elle est catastrophique. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait une aussi mauvaise première mi-temps. Et Ismaili, parce que là, on parlera de Reims aussi, mais sur ces deux matchs-là, son apport offensif, c'est faible, mais faible. On a eu la chance d'hériter d'un Brésilien dans la grande tradition des latéraux brésiliens qui montent, qui centrent et qui marquent des buts. Faites le bilan du nombre de fois où il a été dans les 16 mètres 50 adverses sur ces deux derniers matchs. Hein. Et il n'a pas du tout été imperturbable défensivement. Donc franchement, là, flop Ismaili sur ce match-là et peut-être même contre Reims. Ouais. Baptiste? Ouais, je vais continuer sur la même lancée. Jonathan David, André Gomez, Jonathan David et André Gomez, qui a fait un super match. Et je vais continuer aussi l'arbitre. Tiens, pour une fois, je vais mettre un top en arbitre, François Le Texier, qui a fait un bon match, j'ai trouvé, qui était surtout super important sur la communication avec Pascal Gassien et Paulo Fonseca lors de leur petite entremêlée. Il était super important, pas de carton, beaucoup de dialogue, et j'ai trouvé ça hyper important. Donc un grand bravo à lui. Beaucoup de dialogue, hein, on en parle souvent dans l'émission. Hein. C'est un des arbitres qui parle le plus, qui explique le plus. Il y a un ballon de rugby derrière moi, c'est exactement ça. On trouve un peu l'âme du rugby dans sa façon, et donc il tient un match. Putain, mais que les autres fassent pareil, quoi. Arrêtons de prendre les joueurs pour des débiles et de ne pas leur expliquer les décisions et d'expliquer ce qu'on veut faire. On parle toujours de la même chose. C'est aberrant. C'est aberrant. J'aimerais bien voir le micro comme dans le football américain, par exemple. Mais là, on avait le micro indirectement parce qu'en fait, il était proche finalement des caméras. Il s'est expliqué avec les entraîneurs. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que c'était très pédagogue. On a vu qu'il a géré l'incident qui était quand même monté. Les deux étaient montés dans les tours assez rapidement. Et c'est vrai que c'était en tout cas une belle action d'arbitrage sur ce contact. Olivier, je sais que tu n'aimes pas forcément mettre en avant des joueurs ou les mettre en arrière, mais comme je sais qu'un de tes tops va être le mien, donc je te laisse l'occasion de le dire. Alors, non, j'aime pas, c'est les pronostics. Ah, les top flops, au contraire, ça prendre position sur un joueur, ça me dérange absolument pas. Alors, sur ce match de Clermont, on est d'accord? Oui, sur le match de Clermont, tout à fait. Alors, je pense que Diallo a été au-dessus. Diallo, il a été complet, efficace, décisif. Il a en plus, je pense, je suis quasiment sûr que José Font n'était pas remis complètement de sa blessure au mollet, qu'il a forcé pour être présent parce qu'ils n'avaient pas non plus 12 000 solutions. Et puis que José, c'est un amoureux du terrain et il fait tout ce qu'il peut pour jouer. Et donc, il a compensé, il a très très bien fait. Un petit mot sur un autre top. Je ne sais pas si on mesure la chance qu'on a d'avoir un joueur comme André Gomez qui joue dans la région en ce moment. Techniquement, c'est beau, c'est propre, c'est un ballon à 2 mètres, il récupère, il la met dans les pieds, il a un coup d'avance dans ses passes, c'est du très 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 haut niveau. Forcément, il a connu des grands clubs avant, hein, donc on comprend. Et ça, il faut vraiment en profiter parce que pour l'instant, lui, c'est un prêt sans option d'achat. Hein, donc, et je pense que ça va être compliqué de le garder. Surtout au niveau salarial, parce qu'après, vous faites exploser la grille. Hein, il est à 600 000, c'est ça? 600 000 par mois? Alors, j'ai pas le prix, mais j'ai pas le tarif exact, mais effectivement, Première Ligue, c'est quand même très bien payé et Everton paye une bonne partie du salaire.
Donc, on ne doit pas. Alors, je pense 600 000, ça me paraît beaucoup. C'est beaucoup, 600 000. C'est ce que j'ai lu. Mais c'est toi qui as interviewé Laurent Perlade, Olivier, Ouais, non? ouais, bah justement, Et je l'ai vu à Clermont. qui disait un truc génial, qui disait André Gomes, c'est une machine à laver. Je le compare à une machine à laver. Il prend des ballons sales et il les rend propres. C'est Ouais, magnifique comme image. ouais, c'est vrai. C'était chouette, Ah, ça, bah, ton interview, elle était chouette. je sais que j'ai au moins un lecteur. Je te remercie beaucoup. Et donc, ouais, bah, c'était une superbe image, hein. Forcément, nous, journalistes, on se régale quand on a un petit mot comme ça pour le faire partager au lecteur. Et en flop, oui, bah, Benjamin André, sur ce match-là, il n'est pas à son niveau. Alors qu'il avait fait une heure exceptionnelle à Naples et que ça a été meilleur contre Reims. Effectivement, contre Clermont, il n'a pas montré son meilleur visage. Ah, Voilà. je pensais que tu avais donné un top d'encouragement justement à Momo Ah, Bayo pour son ah, but, mais je donnerai moi à titre personnel. Voilà, c'est c'est ça. bien. Je voulais le Faut pas, souligner. faut pas le lâcher. Voilà, Ouais. tout à fait. On espère que c'est le premier d'une longue série, s'il est bien sûr mis sur le terrain par Paulo Fonseca. Mais ça, c'est un débat qu'on va d'ailleurs peut-être ouvrir tout de suite en évoquant la deuxième partie du Boxing Day avec le match contre Reims. Donc, je vous propose d'évoquer de la même façon notre sentiment général sur le match, ensuite les tops et flops, et ensuite on reviendra sur le fait du match finalement qui est la polémique qui regroupe à la fois la grève des encouragements des supporters, les sifflets, les déclarations de Fonseca et les réactions d'après-match, notamment d'Olivier Létang. Donc, on le verra dans toute fin de partie. Donc, je vous propose de commencer en donnant la parole à Baptiste, parce que je sais qu'il a préparé, il a les stats du match et il va nous les donner. Il va justifier son titre de Monsieur Big Data. Baptiste, c'est à toi. Exactement, je l'ai justifié. Alors, je ne vais pas en donner trop, mais au niveau des occasions, parce qu'on va parler sur tout ça, hein, des occasions du tir, des tirs pardon, du LOSC, 12 occasions pour Lille recensées par l'équipe. Au niveau des tirs, on cadre beaucoup moins que Reims. C'est là où je m'appuyais, c'est qu'on a cadré seulement 5 tirs. Reims, on a cadré 6. Je parle en tir cadré. Ça montre que voilà, devant, on a du mal. Et c'est vraiment la stat que j'ai envie d'appuyer, c'est qu'on cadre beaucoup moins que Reims, alors qu'on frappe 2, voire même 3 fois plus. Quelqu'un veut commencer? Alors, Olivier, on va commencer par toi. Ton sentiment sur ce match, comment tu l'as vécu par rapport aux attentes peut-être qu'on avait suite au match de Naples, à la victoire à Clermont, et finalement un adversaire de Reims qu'on pressentait plutôt à notre portée, même si, on rappelle, ils sortaient d'une série de 7 victoires, 7 matchs sans défaite, si je dis pas De de toute bêtises. façon, depuis que Will Steele a pris les commandes, mi-octobre, ils n'ont pas perdu. Donc, voilà, ça peut vous aider. Alors moi, à Reims, j'ai été surpris par leur pressing d'entrée. J'ai trouvé que donc ils ont finalement ce que n'avait pas encore fait beaucoup de monde. Ils ont été tapés là où ça fait mal, c'est qu'ils ont pris le LOSC un peu à son jeu en allant presser très haut et gêner cette première passe qui, on y reviendra après, a entraîné moult débats. Donc il y a déjà ça, c'est le premier point. Après, Lille a quand même su frapper au bon moment sur cette occasion avec la percée de Cabella et puis Bamba puis David. Et j'avoue que à un moment là, ça jouait mieux, hein. Ils ont eu un bon temps fort, les Lillois, et c'est là le grand regret, c'est de ne pas avoir tué le match à ce moment-là, parce que je pense qu'à 2-0, il n'y a plus de match. C'est une chose qu'on peut souvent raconter en football, hein, et vous l'avez connu, même si, enfin, moi j'ai joué en district. Quand on joue en district, c'est pareil. Combien de fois une équipe a eu X occasions et puis vous vous faites rejoindre un quasi hold-up. Là, c'est pas un hold-up parce que Reims a montré des choses quand même. Mais vous n'avez jamais été en mesure d'appuyer sur la tête de cette équipe. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, on a vu finalement un match en 2 parties. Une première mi-temps où Reims était très gênant parce qu'ils avaient un pressing très haut et ils nous ont très gênés. D'ailleurs, c'est même surprenant qu'on arrive finalement à la mi-temps avec un score de 1-0 qui était vraiment très cher payé pour les Rémois à mon sens. Et en deuxième mi-temps, visiblement, le problème du pressing a été réglé par Fonseca et on a vu un match qui était un peu moins intéressant, mais qui était plus maîtrisé par le LOSC. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils se sont fait égaliser. Donc, c'est vraiment pas paradoxal. Alors, comment tu l'as vécu cette deuxième mi-temps, Christophe? Moi, globalement, sur le match. Ouais.
Et cette première mi-temps, bien sûr. Enfin, comment tu as vécu ce match? Globalement, sur le match, il y avait quand même des longues phases, je m'ennuie, quoi. C'est ça qui m'emmerde le plus, quoi. Alors moi, après, on me dit, on ne peut pas siffler, on n'a rien à dire. Moi, je siffle pas, en façon générale, mais c'est pas le genre. Mais franchement, je m'ennuie. Moi, je suis ennuyé au début de match. Pendant 20 minutes, on essaie de faire une passe à 10. Je n'ai pas pris l'abonnement pour la passe à 10, j'ai pris l'abonnement pour du football. À un moment donné, j'ai regardé les joueurs devant, et il n'y avait plus personne qui courait. Tout le monde était arrêté et essayait de se faire des passes dans la surface. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun but. Alors moi, je veux bien ce qu'on veut, que c'est un grand tacticien, que je n'y connais rien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je dis juste une chose, je me fais chier. Et ça, je ne viens pas au stade pour me faire chier. Alors après, c'était un peu mieux. Il y a eu en effet un petit mieux. Et puis on aurait pu mettre le 2-0 avec Zegrova juste avant la mi-temps. Et puis je pense que là, c'était plié. Et peut-être qu'on aurait vu autre chose en deuxième. Et en deuxième, c'était pas pareil. C'était moins monotone. Et, de Reims dominait un peu plus, il y avait plus de balles. Mais on a eu vraiment des grosses occasions qu'on n'a pas su marquer non plus, d'ailleurs, par des manques techniques assez criants, quand même, ou une suffisance. Je trouve que des fois, il y a des suffisances. Je tapais tout doucement dans le but, ça va rentrer. Ben non, il y a un gardien, c'est plus compliqué. Ben voilà, donc je trouve qu'on a loupé la deuxième mi-temps, on a loupé le break de la deuxième mi-temps au moment où on avait moins le ballon, c'est là qu'on a peut-être le plus d'occasions. Voilà. Lorenzo, tu veux rajouter quelque chose? Je suis d'accord parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des moments où c'est vraiment de l'obstination de jouer toujours de la même façon. Et des fois, il faut juste passer le premier pressing de l'équipe adversaire et avec deux, trois passes, parce qu'on a des joueurs qui peuvent le faire. Le Cabella, Ounas, le même David. On a la qualité en deux, trois passes pour arriver à être vraiment dangereux. Donc voilà, c'est un peu comme Christophe l'a dit. Et on a eu plus d'occasions quand peut-être on ne faisait pas trop de passes comme on faisait en première mi-temps, mais on avait le problème du pressing de Reims. Que c'est, je pense, quand même une bonne équipe. Le classement, je ne sais pas si c'est vraiment parce qu'il est bon, il est là, elle ne va pas être plus que ça, mais c'est une équipe avec des très 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 bons joueurs et qui a commencé à gagner beaucoup de matchs d'affilée. Donc, c'est quand même une bonne équipe. Donc, voilà, c'est ça que j'ai ça. Par rapport au match de Clermont, voilà, André, il a fait un match incroyable. Si cette passe-là avec l'extérieur, ça devient un passe de but, c'est incroyable. Franchement, un truc qu'on peut regarder dans des milieux beaucoup plus connus que lui, mais c'est vraiment d'une technique, d'une finesse incroyable. Julien, Je me permets juste de rajouter un petit truc sur ce match. J'ai l'impression que par rapport à des matchs passés, l'équipe, elle n'était pas homogène physiquement. Alors pour me faire comprendre, c'est que alors je ne sais pas si c'est entre ceux qui ont été touchés par la grippe, ceux qui reviennent du mondial, qui ont un contre-coup. Vous voyez, j'ai trouvé moins de puissance collective. C'est-à-dire que plus une équipe coupée en deux, entre vraiment des joueurs qui ont porté l'équipe et d'autres qui ont un peu tiré la langue et ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, pour compléter un petit peu ce que vous disiez, j'avais ce sentiment là aussi. C'était flagrant et je pense qu'on l'évoquera dans les top et flops juste après. Mais effectivement, il y avait des joueurs qui étaient très en dessous physiquement de ce qu'on pouvait attendre, de ce qu'ils font d'habitude. Julien, tu veux conclure là-dessus? Tu as quelque chose à rajouter? Pour moi, ce que dit Olivier, ça tiendrait s'il n'y avait pas eu le match de Naples. Moi, c'est ce match amical qui fout tout en l'air, si tu veux. Parce que dans l'intensité, dans l'envie, dans l'envie, dans cette volonté d'en marquer plus, etc., c'est ni ce que j'ai vu contre Clermont, ni ce que j'ai vu contre Reims, et je reprends ce que dit Christophe, putain, mais il y a des quarts d'heure complets où il se passe rien. Le premier quart d'heure, je prends des notes, vous le savez, quand je regarde le match, j'ai rien à noter, il s'est rien passé. Et très sérieusement, jusqu'au premier but, 32e, il s'est à peu près rien passé. Il y a un 1-2, Bamba, Zegrova, je pense, et Zegrova, il fait une frappe, il est un peu excentré, il fait une frappe sur le gardien. Il frappe sur le gardien. Voilà ce qui se passe sur les 30 premières minutes. C'est catastrophique, quoi. Il se passe rien. J'ai vraiment du mal à me l'expliquer, encore une fois, parce qu'il y a eu malheureusement ce match de Naples où je vois un bloc jouer ensemble, des mecs à fond, courir dans tous les sens. Et de toute façon, très, très franchement, dans l'intensité qu'ils y ont mis, ils l'ont joué comme un match de Champions League l'an dernier. Ouais, je pense vraiment qu'ils y ont mis un supplément d'âme que je ne vois pas contre un Clermont, contre Reims. Parce que peut-être, alors c'est pas bien ce que je vais dire, mais peut-être qu'on joue des équipes qui brillent pas beaucoup, de milieu de tableau de Ligue 1, et que ça fait moins rêver que d'aller au stade Armando Maradona, quoi. Mais à Naples, Julien, tu as André Gomes et tu l'as pas contre Reims.
Voilà, c'est vrai, mais c'est sûr, Ouais, dès que le match commence et quand je vois qu'il n'est pas sur la feuille, je n'étais pas au courant de sa grippe, donc déjà, je suis surpris qu'il ne soit pas là. Et je trouve que cette équipe, elle est vraiment forte quand il y a deux duos qui sont là et qui se complètent bien. C'est André Gomes, Benjamin André, c'est incroyable. Donc, ce que disait Perlade, hein, il y a le ratisseur et il y a celui qui bonifie les ballons et ils sont ultra complémentaires. Et à gauche, tu as Ismaili et Bamba qui se complètent. Et ça, on l'a vu beaucoup en première partie de saison. Quand ces deux-là sont à fond, là, tu as une équipe qui, en plus, tu rajoutes Cabella, quasiment qui marche sur l'eau, et un David qui va marquer un but sur 3, tu vois. Et quand on a ces conditions-là, on a une équipe top 3 Ligue 1. Mais dès qu'il n'y a pas ça, et c'est ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs, parce qu'il n'y avait pas ça, dès qu'il n'y a pas ça, et à Clermont, par exemple, il n'y a pas David pendant 69 minutes, et on pourra peut-être en parler, dès qu'il n'y a pas ça, bah, ça joue moins bien et c'est moins fort. Mais là, moi, je trouve que devant, tu te sauves avec la qualité. Parce que le Cabella, même s'il n'est pas peut-être à 100%, bah, ça se voit comment il joue le ballon avec les autres. Le même Bamba, il a fait un beau match. Mais c'est vrai que derrière, moi, je trouve que comme il n'y a pas beaucoup de joueurs, ils sont toujours le même à jouer, à un moment donné, ça arrive que tu es un peu. Voilà, tu es un peu. Tirer la langue. Quoi. Et ça se voit, franchement, ça se voit. Parce qu'Ismaili, pour moi, c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur à 15 matchs par saison. Il ne peut pas faire toute la saison titulaire comme ça. Et vu qu'il n'y a pas d'autres, il va jouer tous les matchs. Et je ne suis pas sûr que ses matchs seront vraiment au top, tous les matchs. Il sortira de très bons matchs, mais pas tous les matchs. Donc, ça se voit cette différence, je pense, entre la défense et l'attaque, où quand même s'il y a quelqu'un qui a déçu un peu comme Bayo, mais il y a quand même la possibilité de tourner un peu. Le même Zeroa, il n'a pas joué cette première partie de saison, et là, il joue. On a quand même des hommes pour changer un peu l'animation offensive. Olivier, sur Ismaili, il y a aussi, là, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a un petit peu moins d'effet de surprise. C'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde, le jeu du LOSC a été étudié. Et vous voyez bien qu'Ismaili, qui n'était pas très connu quand même, hein, moi, personnellement, je ne connaissais pas. Hein, je ne regarde pas je regarde pas les matchs du Shakhtar. Même en Ligue des Champions, ce n'est pas les matchs que je regardais prioritairement. Donc le jeu d'Ismaili a été analysé. Et on voit bien que dès qu'il y a un pressing à 2, 3, il a plus la même efficacité pour prendre les couloirs que sur les premiers matchs où il est apparu. Est-ce que cette histoire avec le Shakhtar Donetsk, justement, qui devrait, qui porte plainte là devant la FIFA, etc., est-ce que tu penses que ça peut impacter le moral d'Ismaili? Ça peut jouer? Pour moi, il est arrivé libre au LOSC, donc il n'a plus rien à voir avec. Il a rompu son contrat. Donc c'est pas les mêmes ruptures. Enfin, lui là, voilà, il est arrivé libre. Donc lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il lui arrivera rien avec cette histoire. Non, au pire, il y aura des choses à payer après, mais pas pour lui, quoi. De toute façon, j'ai une autre question. Pourquoi... Si j'ai bien compris, moi, l'histoire du procès avec la FIFA, c'est la FIFA qui risque d'être condamnée parce qu'ils ont arrêté les contrats du Shakhtar à cause de la guerre. La cessation des contrats n'est pas remise en question par le tribunal, en tout cas pas à ce stade des débats. C'est ça. Ok, j'ai une autre question. Ounas ne jouait pas uniquement pour cette histoire de deuil qui fait qu'il est parti quelques jours et que donc il était moins en jambes? Alors, il a enchaîné aussi la grippe où il a été couché 3 jours. Ok, donc c'est pour ça qu'il n'a rien donné, parce que alors vraiment, on l'a vu fantomatique quand il est rentré. Oui, quand il s'est même caché sur son côté, là, je suis complètement d'accord. Et un Ounas en pleine forme, et je pense que il va remettre Zegrova sur le banc. Parce que depuis tout à l'heure, je vous entends sur Edon, Zegrova. Ounas, il est plus complet, il est plus percutant, et en plus, il est plus adroit devant le but. Mais là, sauf que là, il est à 30% de ses moyens, je pense. Là, on voyait bien, il n'a pas de jambes. Ounas, il a un Zegrova dans chaque jambe. Non, il a 2 jambes. Ça veut dire qu'il a 2 jambes. Alors, il y a des réactions déjà sur les réseaux sociaux. En fait, la tendance, c'est effectivement les internautes regrettent les carences et les difficultés offensives. On a Gildas qui est intervenu là-dessus. On a Jean-Marc qui nous parle effectivement des difficultés pour mettre au fond des occasions. Ça, c'est la première tendance. On a un commentaire de Stéphane Elbeck, qu'on salue, hein, un habitué du bistrot également, qui faisait référence justement aux absences de ce match-là. Donc,
notamment il manquait André Gomes, donc on l'a dit, il sortait de grippe ou en tout cas de maladie, donc il n'était pas à 100% de ses moyens. Et Ounas qui également, donc là on vient d'expliquer pourquoi il n'était pas présent. Et il voulait également saluer l'équipe de Reims, et notamment Alexis Flips, un joueur que le LOSC a laissé partir et qui maintenant évolue et fait les beaux jours du stade de Reims. Il fait toujours des gros matchs, lui. Hein. Ça se voit vraiment qu'il a envie quand même, hein. Faut le dire. Il a été bon de aussi. Il est 21h28. Je crois que je ne tiendrai pas mon engagement de faire une émission en 1 heure, mais on a quand même le temps de faire les tops et les flops, mais vraiment très très rapidement, et après on bascule sur le fait du match. Lorenzo, top et flop sur le match de Reims. Benjamin André, rien à dire. Franchement, lui, c'est le joueur que moi je mettrais sur mon maillot. Sans commentaire. Donc, en top et en flop? J'ai pas vraiment. Bon, après, j'ai pas vraiment un flop. J'ai pas vraiment un flop. Dans le sens qu'il y a eu. Bah, la défense n'a pas eu très bonne, mais voilà, je ne mettrais même pas Fonté parce qu'après, il était presque blessé, il a dû sortir. Donc, non, pas de flop. Pareil, sans commentaire. Christophe, tes top et tes flops. Moi, j'ai plein de flops. Alors, sans commentaire, alors, sans commentaire. Top, André, je suis d'accord. Chevalier, c'est un tlop. C'est-à-dire que ses relances étaient peut-être merdiques, mais il a quand même fait tous les arrêts qu'il fallait pour nous maintenir en vie. Et il a fait 2-3 belles arrêts en première mi-temps, puis encore en deuxième. Donc, Chevalier, je mettrais quand même en plus en top. En flop, je mettrais Ounas, Cabella, ça c'est sûr. Au moins ces deux-là. Et bien sûr, Zegrova, qui a quand même loupé pas mal de choses. Et puis voilà. Et puis je voulais quand même défendre un peu Ismaili parce que Ismaili, s'il n'est pas là pour amener le premier but, on marque jamais parce que c'est le seul qui a fait un peu du mouvement pour la mi-temps. Après, deuxième mi-temps, il a eu plus de mal, mais au moins il a essayé de bouger un peu les choses. Donc, faut pas oublier que c'est le mouvement sur le premier but. Il fait 2-1-2 et après il y a le centre qui arrive. Heureusement qu'il est là. Julien, tes top et flop avec le moins de commentaires possible. Top, Diallo, Benjamin André, Van Bergen. J'ai beaucoup aimé ce joueur et ce serait peut-être l'occasion de rouvrir la filière de nom en Van quelque chose chez nous. Parce je pensais qu'il était belge, mais il est néerlandais finalement, donc je ne pourrais pas faire de blague avec Vandenberg. En flop, Zegrova, c'est beau. C'est beau de voir qu'un unijambiste peut jouer au football en 2022 en termes d'intégration à l'époque du RSE, etc. C'est important, mais je pense que la France du football a compris qu'il avait qu'un pied gauche et qu'il faisait toujours le même dribble, ce qui fait que ça ne donne plus rien maintenant. C'est bon, c'est terminé. Donc, j'espère vraiment qu'Ounas va arrêter d'être grippé parce que moi, c'est Zegrova que j'ai en grippe, vraiment que j'ai pris en grippe. Flop, Angel Gomes, il n'a pas été là, le pauvre, alors qu'il avait fait un gros match contre Clermont. Et ça prouve vraiment que ça dépend de la manière dont il est placé sur le terrain et de la complémentarité avec l'autre milieu récupérateur qui fait qu'il fait des bons matchs ou des mauvais matchs. Donc, c'est pas facile pour lui parce qu'il se fait un peu balader. Et contrairement à Christophe, peut-être, je trouve que Diakité, Ismaili, encore une fois, moins d'apport offensif que sur d'autres matchs, donc pas mal. Et c'est vrai que Diakité, il monte en puissance depuis le début de saison, et ça, on ne peut pas dire l'inverse. Mais j'en attends plus, donc c'est pour ça que je les mets en flop, parce que j'attends plus d'Ismaili et de Diakité. Baptiste, rapidement, tes top et flop. Je sais que toi, tu ne vas pas faire beaucoup de commentaires. Je me dépêche. Top, Diallo. Flop, les frères siamois, Bamba et Ismaili, le couloir gauche. Dès qu'il y en a un qui va pas bien, l'autre ne va pas bien. Et puis, on va continuer sur la lignée des arbitres. Eric Watelier, super match. Et puis, après, du côté de Reims, Alexis Flips, ça a été bon. Olivier, bon, je te donne un petit peu de commentaires si tu as envie, mais des flops. Alors, top, je vais mettre en avance la Cabella avec sa percée là, qui a fait basculer, qui aurait pu faire basculer ce match, hein, parce qu'il est à la base du but. Et puis c'est Cabella, on ne pensait pas forcément à ce niveau-là, donc là voilà. Et puis en flop, ouais, je suis d'accord avec Angel Gomes. André Gomes, Angel Gomes. Ouais, Angel Gomes. Pour moi, c'est devenu sa place, c'est derrière l'attaquant. Il bouge, il oriente, il passe les ballons au-dessus de la défense et voilà, avec André, avec Benjamin André, c'est plus compliqué. En plus, il n'a pas de jeu de tête. Donc voilà, je partirai là-dessus. Tu avais un flop à rajouter, Baptiste? Ouais, un flop pour le LOSC, parce que bon, sur le but, moi j'étais persuadé que c'était Bamba qui l'avait mis, et sur les écrans géants, c'était Bamba. On a crié 5 fois Bamba, pauvre David. François, si tu nous écoutes, on te salue. Et on t'en veut pas du tout, ça peut arriver à tout le monde. Alors, en même temps, quelle idée de s'appeler tous les deux Jonathan. C'est pas faux. C'est pas faux. François, c'est un peu de nouveau pas le cas, on l'a vu quand le match contre Naples.
Ah, c'est dur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il a pris la succession, je pense. Non, c'est bon. En tout cas, vous êtes en forme. La reprise du bistrot, on tacle à la carotide, hein. Je vois ça. Alors, dernier point sur ce match, c'est le fait du match, finalement, c'est cette polémique qui a eu lieu. Alors, entre à la fois la grève des encouragements au départ, les sifflets en fin de match, et voire même en première mi-temps, quand il y a eu les actions des passes courtes devant les buts, et les déclarations de Fonseca et d'Olivier Létang. Comment on peut analyser ça? Qu'est-ce que vous en ressortez? D'abord, la réaction des supporters. Alors, il faut mettre de côté, je pense, l'absence d'encouragement du premier quart d'heure, hein. C'est une grève organisée par les supporters actifs qui est organisée dans tous les stades de France, hein, pour les horaires extravagants de la Ligue, notamment sur ce Boxing Days. Même à Lorient, j'ai vu quand ils ont joué, je pense, Montpellier, c'était à Oui, 18h ou à 15h, je pense qu'ils ont sorti un truc. Désolé, on est en retard, on était au taf, un truc similaire. En fait. voilà, ça s'est passé dans tous les stades, à Lens, À Monaco, à Monaco. pendant 90 Donc, minutes. voilà, ouais, donc ça s'est passé un peu partout. Donc ça, on le met de côté. Mais moi, je suis pas, pardon, hein, je suis pas d'accord de le mettre de côté, puisque c'est un sujet qui a été repris par Olivier Létang, Ouais, et il nous voilà. a fait un gros mélange, un gros bloubi-boulga en disant « Oh, on n'a pas été soutenu, on comprend pas. Tu m'as piqué ma C'est transition. débile, c'est débile. Tu Sa m'as piqué- sortie est débile. Tu m'as piqué ma transition parce qu'effectivement, ce silence, cette grève des supporters a eu deux impacts. C'est qu'elle a été reprise à la fois par Olivier Létang et par Fonseca qui regrettait le manque d'encouragement au début du match, alors qu'il y avait une raison dont ils étaient d'ailleurs pleinement informés, hein. Moi, j'ai pu échanger avec les responsables des sections et tout le monde était prévenu qu'il y avait cette grève pendant un quart d'heure et que ça n'avait rien à voir avec les résultats ou le jeu du LOSC. Et deuxième impact, c'est qu'on a peut-être, à cause de cette grève, plus entendu les quelques sifflets au moment des jeux de passe courtes devant les buts quand Lille essayait de jouer à l'aspirateur. Alors, donc ensuite, il y a eu les sifflets en fin de match. Comment vous les analysez, ces sifflets? Est-ce que c'est une critique envers Fonseca, parce que visiblement, lui, il l'a pris pour lui, hein, vu la déclaration qu'il a fait, il a pris ses sifflets pour une critique contre son jeu, ou est-ce que c'est un épiphénomène? Comment vous voyez ça? Christophe, toi qui n'as pas sifflé. Non, je ne siffle pas. Je siffle pas. Je très vraiment rarement, mais moi, je m'en rappelle même plus. Des conneries, j'en dis, mais je fais pas ça. Non, non, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de frustration pour les supporters parce que euh, on leur vend un projet, ils ont vu des belles choses, c'est vrai, hein. Sur ce match-là, on a vu moins de belles choses, mais surtout, on se dit, je pense que beaucoup de supporters se sont dit, on a encore perdu 2 points, ça n'est pas les premiers de l'année. Et puis, un peu comme disait Olivier tout à l'heure, là, on est en train de louper le train. Et puis on n'a pas l'impression. Moi, j'étais désolé, mais j'ai entendu tout à l'heure les propos d'Olivier sur Cabella. Moi, je trouve que sur ce match-là, Cabella, alors, il était malade, je ne sais pas quoi, mais il faisait semblant, quoi. Il trottinait. Lorsqu'il a sa superbe occasion, il arrive tout seul devant le gardien. Il essaie de faire une passe cachée, je sais pas quoi, mais non, mais tire, croise ton but. Si tu croises, tu fais comme le Rémois, tu marqueras le but, quoi. Et après, derrière, ah ouais, dommage. Bon, bah, après, il fait une passe dans le vide à je sais pas qui. Et après, il dit, maintenant, tu devrais être là, toi. Tu vois, j'ai l'impression on a l'impression des fois qu'ils sont à l'entraînement ou qu'ils sont en train de se faire plaisir. Et moi, je pense que cette frustration, elle vient de là aussi, quoi. Moi, j'ai pas trouvé que tous les joueurs étaient super concernés par la victoire, quoi. Et je pense que c'est ça, la frustration. Je pense que l'attitude, elle est importante aussi, quoi. Tu rates un but, tu fais ah merde, ah, putain, super, dommage la prochaine fois. Non, mais dès que le supporter, il le voit, hein. Et ça, je pense que l'attitude, elle n'est pas bonne. J'ai une théorie. Oui, vas-y. Je pense que dimanche soir, on était beaucoup devant la télé et que ça a pu jouer. Alors évidemment, on n'a pas regardé jouer Lens, mais on aime bien le football, donc on a regardé le premier contre le deuxième du championnat et on a vu un putain de match de football. Et donc forcément, derrière, quand tu te prends ton Lille-Reims et que ça joue comme ça a joué avec des vrais moments d'ennui et qu'on avait déjà vécu à Clermont, il y a aussi ce phénomène. On est dans une région où il y a 2 clubs en Ligue 1. Et quand l'autre club, qu'on ne citera pas, joue tellement bien, c'est compliqué de vivre des matchs pareils derrière. Et je pense que ça crée de la frustration et je pense que ça crée des réactions un peu plus épidermiques que d'habitude quand on leur met d'énormes branlées toute l'année et qu'ils sont loin derrière. Ça vaut ce que ça vaut comme analyse, hein. Mais je pense que ça a pu jouer. Lorenzo, tu partages cette analyse ou tu as un autre avis?
Je peux être d'accord, mais je pense aussi que c'est un peu quand même abusé de siffler maintenant, vu l'année passée surtout. Mais c'est vrai qu'on avait la Ligue des Champions, on venait de gagner le titre, tout ce que vous voulez. Mais surtout, vu le classement et vu que, comme je dis et je répète, on a vraiment jeté 2 matchs où on pouvait prendre 6 points, on était là avec Marseille. Donc, à un moment donné, je n'ai pas l'impression que ce soit une moitié saison ratée. Donc, je ne sifflerai pas l'entraîneur. Pas en ce moment-là, franchement. Donc, je peux être d'accord. C'est vrai que le match Lens-PSG a plus conditionné, mais faut attendre un peu. Parce qu'on a vraiment il y a vraiment le potentiel pour faire vraiment une très belle saison, même si peut-être on ne le pensait pas. Moi, c'est l'analyse des sifflets sur laquelle je voudrais revenir. Parce que les sifflets, je crois qu'on peut déjà en Pour moi, c'est distinguer. trop, en tout cas. Ça ne Hein, se siffle pas à hein. moitié de saison. Voilà, en tout cas. Que ce soit lorsque notre équipe. Moi, je À crois la télé, moi, j'ai rien entendu. Ouais, il faut différencier les Pas sifflets, blanc. je crois, de première mi-temps au moment où il y avait les jeux de passe courte devant les buts de Chevalier et ceux de fin de match. Ceux de fin de match, c'est la frustration du résultat, c'est un épiphénomène à mon sens. C'est aucunement, en tout cas, une remise en question du système de mise en place par Fonseca. Sur les premiers sifflets en première mi-temps, c'est un peu d'impatience, à mon sens, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, suite à un excès de jeu en passe courte, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a effectivement eu des séquences de jeu entre la défense centrale et Chevalier sur des passes courtes avec un pressing très fort des Rémois qui ont amené plusieurs situations très dangereuses. Et au bout d'un moment, je crois que le public ne comprenait pas pourquoi, même si on comprenait que c'était les consignes de Fonseca, mais à un moment, quand tu veux jouer l'aspirateur, tu vois que ça ne fonctionne pas, il faut essayer de faire des balles un peu plus longues pour essayer de t'en sortir et pas prendre de but. Exactement. Alors, je disais en rigolant hier que si c'est le but, c'est de jouer l'aspirateur pour attirer les joueurs rémois, essayer de trouver des espaces et que tu vois que ça ne fonctionne pas, à un moment, il ne faut pas oublier de brancher l'aspirateur. Ça veut dire que tu n'as pas de courant. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que devant, au milieu de terrain, il n'y avait pas suffisamment d'animation pour réclamer les ballons et pour justement éviter qu'on se fasse ces petites passes courtes devant les buts. Donc, il y avait finalement un souci d'animation collective qui n'était pas lié au choix stratégique de Fonseca, mais qui était peut-être lié plus aux difficultés techniques ou physiques des joueurs qui n'étaient pas dans un grand jeu. Et à un moment, il faut savoir ne pas s'entêter dans un système et trouver d'autres solutions pour essayer de passer et surtout d'éviter de prendre des buts en compte, parce qu'on aurait pu en prendre 1, 2, 3 en première mi-temps, et là, le match était complètement plié. Et c'est ça que le public a sifflé parce qu'il réclamait aux joueurs et à Fonseca de dire hey, on essaie de diversifier un peu le jeu quoi, pour éviter de s'entêter sur un schéma qui, ce jour-là, pour des raisons qui sont, à mon avis, très précises, ne fonctionnait pas. Bah, ça veut dire que c'est Will Steele qui a gagné son match face à Fonseca quand même. Tout à fait. Olivier, est-ce que tu partages cette analyse ou tu… Sur la dernière phrase là, de Julien. Excusez-moi. Je pense que Will Steele a gagné tactiquement ce match et qu'aussi le jeu de Fonseca est énergivore et qu'à partir du moment où vous tombez sur un jour où l'équipe, alors on a des paramètres, mais on les a pas tous, n'est pas au top, elle peut être en difficulté. Et que c'est qu'une équipe, c'est un entraîneur qui n'est là que depuis 6 mois et peut-être qu'il n'a pas encore travaillé des nouveaux cycles, des nouveaux systèmes pour répondre à telle problématique. Et donc, elle a encore un peu besoin de temps, cette équipe, sauf que si en même temps vous avez des ambitions hautes, elle n'en a pas tant que ça. Donc, c'est tout le paradoxe de cette saison, peut-être de ce début de saison. Et on peut très bien, à ta prochaine émission, François, dire le contraire si Lille rattrape les 3 points sur le 5e et se retrouve. On essaie d'oublier au bistrot cette culture de l'instant qui nous obsède en tant que supporter. C'est naturel, c'est un réflexe naturel. C'est pour ça, je crois que moi, je me refuse de faire le procès de Fonseca. Je crois qu'il a aujourd'hui donné suffisamment de preuves que sa stratégie peut fonctionner. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des jours où ça ne fonctionnera pas et il y a des jours où il faut savoir se remettre en question en disant en cours de match, ben voilà, on change quelque chose, on change un joueur. Peut-être qu'à un moment, on reprend l'exemple d'Edon qui n'a pas fait un match exceptionnel.
pourquoi on n'a pas fait rentrer un peu plus tôt, j'allais dire Georges Weah, Timothy Weah, qui avait les capacités peut-être techniques d'avoir un peu plus de présence sur l'aile, de pouvoir être un peu plus efficace. Et d'ailleurs, sur les quelques minutes qu'il a joué, il a pas eu d'occasion, mais il a montré qu'il y a eu 2-3 actions qui étaient vraiment très, très intéressantes. En tout cas, un jeu beaucoup plus diversifié. Sauf que Timothy Weah, je pense que c'est comme Jonathan David, c'est ils sont pas prêts physiquement. Non, mais là, 6 minutes, ça abusé. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr qu'ils sont pas prêts, eux. Parce que ils n'ont pas joué trop de matchs, mais ils ont quand même fait une préparation, entre guillemets, parce qu'ils ont joué 3-4 matchs à la Coupe du Monde. Donc, je ne suis pas sûr de ça, franchement. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans le même avion que Timothy Weah quand on est parti à Alicante. T'es pas allé au Qatar, rassure-moi. Non, c'est pas Il est vrai. partout. Non, on a pris le même avion pour Alicante quand on a rejoint le stage. Et il me dit Olivier, je suis crevé. Mais franchement, alors je dis bon, voilà, j'écoute. Hein. Au stage, il était mais à plat. C'est-à-dire il est revenu, je sais pas, il a eu une dizaine de jours de vacances. Il est revenu à plat, mais vraiment sans batterie. Et ben, finalement, c'est peut-être qu'on on régénère pas les batteries en 15 jours, qu'il faut un petit peu plus de temps, un peu plus de. Donc là, tout doucement, les matchs vont s'enchaîner. Vous allez avoir quelques semaines avec des matchs en milieu de semaine, donc ils vont pouvoir tous avoir du temps de jeu. Et je pense que le vrai tournant va être début février, là. Mi-février, où c'est à ce moment-là où l'équipe va devoir vraiment être plus homogène physiquement, afin que Paulo Fonseca retrouve des solutions quand celui qui sort, celui qui rentre peut vraiment apporter quelque chose. Alors, je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes, il y a Patrice notamment qui nous dit, même si ça joue un peu moins bien, est-ce que ça justifie les sifflets? Nous, on explique les sifflets, on ne les justifie pas. Au Bistrot des LOSC, c'est Christophe qui disait, il n'y a pas de sifflet. Hein. Les seuls trucs qu'on peut siffler, c'est les shots de bière à la fin des matchs. Mais à part ça, il n'y a pas de sifflet au Bistrot des LOSC. Baptiste, pour terminer cette partie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur finalement ces polémiques, sur ce qui s'est passé en fait dans l'avant, l'après-match et dans les réactions des publics? Ouais, bah, à vrai dire, déjà, moi, bon, on était au stade. Les sifflets, je les ai entendus, mais vraiment vaguement. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment de la frustration. De la frustration, voilà, de ne pas avoir gagné ce match alors que tu dois le gagner. Derrière, j'étais un peu surpris de la communication de Paulo Fonseca, faire cette sortie là, juste après le match. Au début, je pensais à un fake. Alors, est-ce que c'est sa com qu'on peut nuire, entre guillemets, ou est-ce qu'il se cache derrière quelque chose? J'ai du mal à le voir, mais est-ce que il y a des tensions en interne? Est-ce qu'il postule pour la sélection? Même si j'ai entendu tout à l'heure au petit Lillois qu'il confirmait qu'il voulait rester à Lille et tout se passait bien, etc. Ça pose quand même des questions. J'adore le jeu de Fonseca, hein, il est hyper ambitieux, mais je reprocherais juste un tout petit truc à ça. Alors, certes, de jouer à la baballe, etc., alors que tu peux en mettre devant, comme disait tout à l'heure Olivier, hein, on district une balle devant, des fois c'est bien aussi. Mais c'est surtout qu'on se passe d'une qualité énorme qu'on a vu au LOSC pendant longtemps, c'est à la contre-attaque. Alors, certains ne sont pas forcément d'accord avec ce jeu, mais j'ai l'impression que des fois, la contre-attaque rapide, en 1-2 touches, hop, on arrive à la surface, on va tirer, on va marquer. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui au jeu de Fonseca, c'est peut-être d'un manque de rapidité dans les transitions et d'aller rapidement au but plutôt que de construire à droite à gauche. Moi, j'ai un dernier truc à dire. Et pardon, j'ai bien compris, François, que tu ne voulais pas l'aborder, mais je voudrais juste qu'on reprenne les mots d'Olivier Létang. Parce que tu l'as dit, François, nous, dans les sections, on savait, et tout le monde savait, qu'il y aurait cette grève des supporters en début de match à cause des horaires qui ne sont pas faits pour les mecs qui bossent, parce qu'en effet, un lundi de reprise d'année, il y avait quand même beaucoup de gens qui travaillaient. Olivier Létang, il a dit précisément, sur les 15 premières minutes, la grève des supporters m'a surpris, pour ne pas dire plus. Les horaires sont fixés par la Ligue de football professionnel et ce n'est pas les clubs qui décident de ça, pas les joueurs non plus. Je ne comprends pas cette sortie. Pourquoi s'en prendre aux supporters en disant ça, alors que tu sais qu'à aucun moment c'est contre les joueurs, à aucun moment c'est contre le club, sauf peut-être à vouloir que le club
bouge un peu plus la ligue professionnelle pour qu'en effet, on ait des horaires qui correspondent au public et pas à un public chinois quand c'est le dimanche à 13h et que, voilà, que le supporter puisse aller au stade, quoi. Moi, je suis parfois critique avec certaines actions que peuvent mener les DVE, mais à chaque fois qu'ils défendent un football populaire, un football de supporters, je serai toujours 100% derrière eux. Et là, je trouve qu'ils ont raison. Il était important que dans tous les stades de France, on monte notre mécontentement sur des horaires qui ne sont pas faits pour les supporters. Ils sont faits pour la télé, ils sont faits pour les Chinois, ils sont faits pour qui tu veux, mais pas pour les supporters. Et que l'État fasse semblant de ne pas le comprendre, je trouve ça extrêmement choquant. Et alors, il ne fait pas semblant de ne pas le comprendre. Il ment puisqu'il était au courant. C'est incroyable. Alors, si quelqu'un a une explication ici, je veux bien l'entendre, parce que je ne comprends pas cette sortie. Moi, ce n'est pas un sujet que je refuse d'aborder, bien au contraire. Je ne pensais pas devoir le développer, mais je pense que plus généralement, les dirigeants des clubs de foot français sont très mal positionnés dans cette querelle entre le public et la Ligue, parce que finalement, ils ne peuvent pas non plus mordre la main qui les nourrit par les droits télé. C'est vrai que c'est assez mal placé. Alors, les déclarations d'Olivier Letton, elle est effectivement surprenante, même si ce n'est pas surprenant finalement qu'ils ne prennent pas position contre la Ligue, parce que c'est ce que demandaient les supporters. Les DVE, dans leur communiqué, demandaient aux clubs et aux joueurs de prendre une position contre ces horaires et contre la Ligue. Donc ça, ils ne l'ont pas fait. Moi, ça me Mais tu te tais pas. à ce moment-là, tu dis rien, mais tu ne commences pas à mentir en disant ça m'a surpris, et même... C'est ce que je dis. Ça t'a surpris? Tu étais au courant? C'est ce que je voulais conclure par ça, en disant je ne suis pas surpris par le fait qu'ils ne prennent pas position contre la Ligue. Par contre, je suis surpris par la maladresse du propos, parce que Olivier Letton, généralement, a des réactions qui sont plus, entre guillemets, intelligentes que ça. Là, c'est vrai. Maîtriser, voilà. Maîtriser, contrôler, le terme est plus joli. Et je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il... Ça venait suite à la déclaration de Fonseca qui mettait un peu d'huile sur le feu, et il a voulu finalement surenchérir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas le calendrier des déclarations, mais c'est vrai que ça n'a pas été bien vu, parce que je te confirme, il était complètement au courant qu'il y avait effectivement une grève de supporters, qu'elle durait 15 minutes, et qu'au bout de la 15e minute, les sections de supporters, et notamment les DVE, allaient commencer à encourager pleinement les joueurs, le club et l'équipe. En plus, les joueurs étaient solidaires, ils ont fait grève pendant 15 minutes aussi. Donc, clairement, ils ont rien fait. Je veux dire, là, le club était derrière. Bon, en tout cas, Olivier, si tu veux relayer nos questions à la prochaine conférence de presse, tu n'es pas obligé, mais en tout cas, tu as un peu notre sentiment là-dessus. Ça te donnera peut-être des biscuits pour la prochaine conférence de presse s'il est présent. Alors, il est 21h50. Juste un truc, François, parce que peut-être que tu n'auras pas le temps de le lire, mais je trouve que Patrice, il a dit un truc super juste. Il dit, et on ne l'a peut-être pas assez dit, Fonseca, il protégeait juste ses joueurs. Il ne comprend pas qu'on siffle ses joueurs, alors que c'est lui qui leur demande de jouer comme ça. Et je pense que c'est exactement ça. Il le prend personnellement, parce que lui, ce qu'il a vu sur le terrain, et il l'a dit d'ailleurs, moi ça m'a choqué, parce qu'on a fait le tour, on n'est pas content de ce match. Lui était plutôt content. Il a vu une équipe qui avait fait ce qu'il avait demandé, et bon, qui a manqué de réalisme, qui n'a pas réussi à marquer le deuxième, donc ça finit en nul. Mais il était plutôt content, ça allait bien. Et donc, les sifflets de cette là, il le prend pour lui et il se comporte en général d'infanterie. Il protège les soldats qui sont derrière. Mais de toute façon, moi, tout à l'heure, je ne disais pas autre chose. Hein. Quand je regrettais les passes courtes devant le but, ce n'est pas contre les joueurs que j'en avais, c'était contre la stratégie de Fonseca qui ne fonctionnait pas, qu'à un moment, il fallait qu'ils disent hop, on change de stratégie, on change un joueur, on fait des balles longues. Le débat, après, je ne représente pas tous ceux qui ont sifflé, d'autant plus que je n'ai pas sifflé, mais la cible était plus l'organisation de jeu que la qualité des joueurs qui s'entêtaient à faire des passes qu'on leur demandait. Ça, c'est évident. Donc après, c'est de la com de crise, entre guillemets, parce qu'ils ont estimé que les sifflets étaient un fait marquant du match, alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt, à mon sens, un épiphénomène. Et à la télé, on n'avait rien entendu. D'autant plus. Ouais. Il est susceptible comme Vaïd, et au début de match, on jouait comme Girard. Donc tu vois, c'est toute l'histoire du LOSC qui était résumée dans ce truc-là. C'est une belle conclusion. Il est 21h50.
très rapidement, on se donne 5 minutes pour le match de Coupe de France. Un match de Coupe de France, donc dimanche à 20h45, encore un horaire intéressant, entre guillemets. Bon, au moins, on aura le temps de digérer leur repas de midi. Donc, on a ce 32e de finale qui va nous opposer à Troyes, donc un club de première division. Il y a 2 chocs, je crois, en première division. Il y a Lille 3 et il y a Strasbourg. Baptiste, je te regarde. Je pense que c'est Montpellier, mais je ne vais pas dire de bêtises. Bon, On va regarder. Tu vérifieras pendant qu'on échange là-dessus. Strasbourg-Angers. Strasbourg-Angers, j'en avais un C'est sur pas les vraiment deux. un choc de Ligue 1, alors si c'est ça, Angers. J'en avais un sur les deux. Alors, je vous pose une question. Pour parler de ce match et on va faire un rapide tour de table. Est-ce qu'un match de coupe au niveau 32e de finale en janvier, alors que le club est scotché à la 7-8e place et a du mal à rentrer dans le quintet de tête, est-ce que ce n'est pas déjà un objectif de consolation qui devient très important pour le club? Lorenzo. Moi, je dis, première chose, on va voir des mecs qu'on n'a pas trop vus cette année. Je dis un homme surtout, c'est Jonas Martin. Moi, je suis convaincu qu'au milieu, il peut te donner quelque chose de différent, mais je sais que Fonseca, il ne va pas le voir ou il va juste le faire jouer pour la Coupe de France. Dommage. Et deuxième, vu que c'est une équipe qui arrive à sortir des gros matchs, peut-être de temps en temps, ça peut être une compétition pour le LOSC, celle-là. Donc, moi, j'essaierai quand même d'avancer jusqu'à, moi, je sais pas, jusqu'à ce qui est possible. Donc, je ne mettrai pas comme un tournoi à jouer juste comme ça parce qu'il faut avoir minutes pour la Ligue 1 parce que voilà, on peut quand même faire quelque chose. Donc voilà. Olivier, il n'y a pas eu encore la conférence de presse d'avant-match, mais comment toi tu le vois, comme un objectif prioritaire pour le club ou comme une façon de faire tourner l'équipe avec la succession des matchs? Là, il faut. Je pense que ça fait partie des. C'est le chemin le plus court pour aller à l'Europe. Donc, si vous l'avez. Si vous voulez. L'Europe passe par 3. Ouais, donc voilà. Vous avez. Après, même cette équipe, elle a manqué un match. Ça reste une équipe de compétiteurs, donc ils vont vouloir voilà, aller au bout. Après, je suis pas convaincu qu'il va faire beaucoup tourner, moi. Hein. Ça va être le seul match. Voilà. Derrière, il y a Brest et 3, donc il va sans doute étaler le temps de jeu peut-être par rapport à ces 3 matchs, mais il va pas bouleverser son équipe comme on a pu le voir par le passé sur des premiers tours de coupe. Hein. C'est une Ligue 1 en face, hein, donc effectivement, il y aura Diallo Alexandro, je pense, dans l'axe. Peut-être effectivement un peu de temps de jeu pour Jonas Martin au milieu, mais ça peut être aussi l'occasion de voir Carlos Baleba. Tout le monde nous annonce. Et qui fait son retour. Hein. Oui, qui fait son retour. Il a purgé sa suspension. Ounas, il va gratter un peu de minutes. David aussi, peut-être Bayo. Hein, Bayo, là, on va le voir un peu, je pense, sur les 3 matchs. Donc, non, c'est un vrai objectif. En plus, voilà, vous jouez à la maison. J'ai pas eu de tendance sur le nombre de supporters, mais vous jouez à la maison quand même. La billetterie a du mal à se remplir. Hein, il n'y aura pas grand monde. Il y aura 10-15 000 personnes, grand maximum, avec souvent, le premier anneau qui sera ouvert simplement au public. Le deuxième anneau n'est pas ouvert à la location. Ouais, souvent les 32e, ça attire pas. Hein. Donc, mais voilà, non, moi je suis pas inquiet par rapport à ça. Après, vous avez un adversaire qui lui n'est pas favori, donc ils vont venir comment voilà, libérer. Ils ont quelques bons petits joueurs. Il y a un ancien du LOSC là qui a marqué le week-end dernier et qui avait quand il était au LOSC, il était encore il y avait encore une phase de progrès d'amélioration, mais c'était un bon petit joueur qui donnait tout le temps tout pour le. Je pense qu'il a laissé un bon souvenir aux supporters. Tu parles de Ronny Lopez? Ouais. Je parle de Ronny Lopez, ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens Lillois à 3. Il y a Kwame et il y a Adil Rami, même si on ne le voit pas. Alors Kwame, il a vraiment progressé. Déjà, il joue. Ouais. Il ne jouait pas beaucoup quand il était à Lille. Non, mais il est bon aussi à 3. Il est bon. Ils l'ont monté d'un cran, là. Il est plutôt au milieu de terrain. Ouais. Milieu de terrain avec Chavarin. Un milieu à 3. Ah ouais, donc non, c'est une belle opposition pour attaquer cette Coupe de France, et puis en espérant qu'ils aillent le plus loin possible, parce que
Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein. C'est sympa une épopée en coupe. Ah oui. Quand vous commencez à toucher les quarts, les demi, ça crée quelque chose, hein. Donc, mais là, ça s'enchaîne vite, hein. Il y a 32e, 16e dans la foulée. Je pense que les 8e, c'est début février. C'est pour Mm. ça que tout à l'heure, je vous disais Ouais. que pour moi, la charnière, ça va être début février parce que si vous êtes en course sur les deux tableaux encore, moi, je pense que ça crée une émulation, la Coupe de France aussi. Ça crée un Je, esprit de groupe, donc faut le je vais jouer. surprendre tout le monde, les piliers du bistrot et les auditeurs. J'ai les dates de la Coupe de France. Le 6 janvier, 32e, le 21 janvier, les 16e, et Et le tiens, 7 février, effectivement, les 8e de finale. Après, ça se reporte un peu, mais c'est vrai que les 3 premiers tours se succèdent en 3 semaines. Ça va aller très, très vite. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose sur ce match de Coupe de France, sur ce rendez-vous, un rendez-vous essentiel pour toi ou une occasion finalement de souffler un petit peu? Je me permets juste de dire qu'on connaîtra l'adversaire potentiel du LOSC juste avant, parce que le tirage se fera normalement au Stade Pierre-Mauroy, si je mets Ah la non, alors le tirage Ah, se fait à Paris, ah, ok. ouais, parce que c'est nouveau maintenant, c'est Bein qui a les droits, ça a Ouais. changé. Par contre, ils ont le LOSC, et je crois que le LOSC a invité Pays de Cassel, qui sera le petit poussé pour les parce qu'eux sont déjà qualifiés en 16e, ils ont gagné sur tapis vert. Et le Pays de Cassel sera présent dans les travées du Pierre Mauroy voilà, pour assister Le au jour du match. match. Ouais. Ah bah sympa. Du coup, ouais, donc pour revenir François, bon, moi, déjà c'est une bonne équipe, hein. Ils ont un nouveau coach très sympa qui produit du beau jeu. Pour avoir regardé 2 de leurs derniers matchs, c'est vraiment pas mal. De toute façon, on a le débat chaque année pour la Coupe de France. Est-ce qu'on la joue, est-ce qu'on la joue pas? Olivier l'a dit, hein, c'est le chemin le plus rapide pour l'Europe. Pour moi, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment tenter d'aller le plus loin possible. Et on a la chance aussi, voilà, c'est le dernier point sur lequel j'appuierai, c'est qu'on a la chance d'avoir un vestiaire qui monte en puissance, qu'on n'est pas 11 titulaires, on a vraiment 15-16 joueurs qui commencent à monter en puissance chacun, et le fait d'avoir du temps de jeu dans cette Coupe de France, ça permettra vraiment à tout le groupe de bien se sentir, donc il faut la jouer à fond. Christophe, tu la joues à fond ou tu souffles un peu? Ah, non, non, mais je pense qu'il faut jouer. On n'a pas les moyens de se souffler, quoi. Non, moi, j'ai plus de crainte, c'est sur les lignes arrière. J'espère on verra le petit Denis Euro aussi, parce que je sais Blessé, pas. non? Lorenzo, tu dire à gauche, on a Chris Smiley, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Lorenzo, ou c'était Julien, je sais plus. Mais c'est vrai qu'à gauche, on en a qu'un. Ça, c'est plus embêtant. Et il y a Ramé, le petit Ramé qui pourrait jouer. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, je pense que quels que soient les changements, il faut les faire intelligemment. Faut pas mettre J'ai connu des entraîneurs à Lille, je ne vais pas citer les noms, qui mettaient tous les jeunes d'un seul coup, et puis après ils disaient, vous avez vu, ils sont pas prêts. Enfin, forcément, hein, ils mettent tous les jeunes d'un seul coup, ils sont pas prêts. Donc si on fait ça intelligemment, ça peut être intéressant. Et puis, comme le disait Baptiste, hein, 18 joueurs, voire 20, qui tapent à la porte, il faut les faire jouer, quoi. On parlait tout à l'heure de joueurs qui n'ont pas trop joué, ben c'est bien. Maintenant, il faut que tout le monde y goûte et puis en espérant que ça marche. Ouais. Après, vous pouvez très bien revoir un peu Léo Jardim aussi, hein. Oui. Je me permets, il n'y a pas en instance de départ, parce qu'on l'a pas vu dans le groupe ce week-end, je sais pas si... Non? Effectivement, c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'avait pas 3 gardiens dans le groupe, on en avait que 2. Là, je pense que ça permutait. En tout cas, moi, j'ai pas eu d'écho en ce sens. Parce qu'il y a des clubs brésiliens qui sont dessus, on a vu Oui, quelques ouais, matchs. ouais. En parlant d'écho, on parlait tout à l'heure à gauche, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Gudmundsen, il revient en entraînement, mais est-ce qu'il est apte à jouer, Olivier? Pour l'instant, il est encore en phase de reprise avec un accompagnateur, un prépa Ah, physique en accompagnement. entraînement individualisé pour Voilà. l'instant. Ça fait quand même beaucoup, lui, hein. Ça fait presque toute la saison jusqu'à ce moment-là, je pense. Oui, il s'est Ben, blessé assez octobre, rapidement hein. au Non, début mais il de s'est fait saison. opérer. Ouais. Il s'est fait Ouais, il s'est opérer que opéré. début. Il s'est Ah, fait ok. opérer que début novembre des adducteurs. Ok. Julien, pour conclure ce tour de piste sur la Coupe de France, est-ce que tu veux nous donner ton sentiment, ce que tu attends du match finalement? T'interroges l'amoureux de la Coupe de France que je suis. C'est là où tu es malin dans ton animation. Bien sûr, je serai là dimanche au stade. Alors, vous savez, je suis à Paris, je viens pas à tous les matchs, mais j'aime vraiment les matchs de Coupe de France. Pourtant, je vous confirme qu'il n'y a personne, hein. Ça va vraiment sonner creux. Une saison comme cette saison, on n'a pas de Coupe d'Europe. Bien sûr, il faut la jouer à fond. On est sur une saison avec plein d'incertitudes.
parce que c'est un peu bizarre en championnat, il y a 4 descentes, parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, donc le PSG, on ne sait pas exactement comment ils vont se remettre de tout ça. Neymar, Messi, Mbappé, là, qui est en vacances à New York avec Hakimi, qu'est-ce que ça va donner? Donc tout ça me fait dire que s'il y a une saison peut-être où on peut aller au bout et battre le PSG, c'est cette saison. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on la joue à fond et qu'on essaye de la gagner, parce que c'est la plus belle des coupes, parce que cet été... même Baptiste était sur la ligne de départ et il pouvait la gagner, quoi. Et c'est pour ça qu'elle est magnifique. C'est le football populaire, c'est le football universel et c'est magique. Donc, bien sûr qu'il faut la jouer. Peut-être les seules saisons où je dirais pas ça, c'est quand on est encore en poule de Champions League pour se qualifier en 8e. C'est peut-être la seule exception. Sinon, toutes les saisons, je vous dirais, bien sûr, faut la jouer à fond. Et c'est la plus belle des compétitions. Paris, il faut peut-être mieux les jouer sur les. En ce moment. Là, ouais, bien sûr. 16e et 8e, parce que bien sûr. Après. Alors Baptiste, on te promet, si tu étais qualifié pour la finale au Stade de France, on serait tous venus te supporter. On aurait les Dogs du Net, on aurait affrété un buste juste pour toi. Voilà, alors, on a 1h30 d'émission, donc on a complètement explosé le timing prévisionnel. Je suis vraiment très mauvais en coupure et en montage. Alors comme on n'est plus à 2 minutes près, et je sais qu'Olivier n'aime pas ça, juste un petit tour de table pour les pronostics pour le match de Coupe de France. Alors on va commencer par toi, Baptiste, vas-y, ton pronostic pour dimanche. Victoire 3-1 du LOSC avec, allez, on va mettre un doublé d'Ounas et un but de Mohamed Bayo. Je suis ambitieux. Julien. Un match chiant, des prolongations, des pénaltys. Il n'y a pas de prolongation. Il n'y a pas de prolongation. Non, pas de prolongation, c'est pénalty direct. Et péno direct, on se qualifie au péno. Et comme ça, dans la douleur, on y va et on écrit la légende pour la gagner. Lorenzo, ton pronostic? Pour moi, 2-1 pour le LOSC et j'ai ça un but de Virginius. J'espère qu'il va jouer. Et en tout cas, je voulais juste dire la Coupe de France en Italie a beaucoup de succès. Parce que nous, à chaque fois qu'on publie quelque chose sur les histoires bizarres de la Coupe de France, les amateurs, tout ça, ça explose vraiment. Parce qu'en Italie, notre coupe, c'est vraiment un truc pour les équipes de Serie A. Donc voilà, c'est vraiment très suivi parce qu'il y a des petites histoires. Et voilà. Et puis, comme le disait un certain Julien sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du Bistrot des LOSC, que la Coupe de France est toujours un peu particulier. Hein, et on a pleuré tous au Stade de France, et pas forcément au Parc des Princes, qu'on a été sacré champion la première fois. Je ne sais pas qui c'est Julien, mais en tout cas, il dit des choses qui sont très intelligentes. Hein, Christophe, ton pronostic, avant de laisser les pronostics à Olivier, parce qu'on va terminer par lui, bien évidemment. Non, 2-1, ça me paraît bien. Ouais. Avec, j'aimerais bien but de Wea, et je ne sais pas qui. Alors, Olivier, tu vas devoir sacrifier à cette tradition. Ouais, c'est normal, hein, je vais me prêter au jeu. Qualification du LOSC au penalty. Parce qu'un un parcours victorieux, ça commence toujours par un premier tour laborieux. Toujours. C'est vrai. On voit le journaliste et l'observateur d'expérience qui est Olivier. Donc, voilà, sur cette déclaration, on va conclure ce premier bistrot de l'année 2023. Donc, je voulais remercier tous les internautes qui nous ont suivis en direct, qui ont fait des commentaires nombreux sur la page Facebook du Bistrot des LOSC. Je remercie par avance ceux qui nous regarderont en replay sur la page YouTube dans quelques minutes lorsque l'émission sera mise en ligne. Je voulais remercier les piliers du bistrot. Donc, merci Lorenzo. Et je pense à très bientôt sur l'île. Bah oui. Je ne sais pas s'il l'annonce maintenant ou à la prochaine, mais voilà, je serai à Lille pour le match contre Troyes, pas celui-là de coupe, mais celui-là de championnat. Donc, bien sûr, à bientôt et je vous remercie comme d'habitude pour la. Donc, amis supporters, si vous voulez croiser le supporter italien du LOSC, vous venez au match de Troyes et on vous le présentera. Merci Christophe. Merci Christophe d'avoir participé à cette émission. Et de rien, merci à vous, à tout le monde. Merci Julien des Dogs de Paris pour tes interventions. Merci. Puis on a pu voir que le Papa Noël d'Italie et le Papa Noël du Nord avaient les mêmes cadeaux. Hein. Bon, c'est comme ça. Le Papa Noël n'a pas beaucoup d'imagination, surtout quand il s'agit des supporters du LOSC. Merci à Baptiste pour ta présence. Merci François, merci à tous. Et enfin, je voudrais remercier particulièrement donc Olivier Fosseux de la Voix du Nord pour ton intervention. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous.
C'est évident, ça passe vite. J'ai même pas, tu vois, je dis rien sur tes erreurs de chronomètre. Ah, Franchement, c'est un très bon moment, c'est agréable. Et puis, ben, j'espère que c'est pas la dernière, hein. Merci à tous, merci d'avoir pensé à moi. Et puis, bonne saison. puis Merci Olivier. j'espère qu'on t'aura donné quelques matières premières pour la prochaine conférence de presse. En tout cas, n'hésite pas à les poser de notre part. Voilà, merci à tous. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. On revient sur le jour traditionnel mardi à 20h30. Donc, on évoquera ce match de Coupe de France et les rendez-vous suivants, donc le match de Brest et le deuxième match contre Troyes. Je vous souhaite d'ici là une très bonne semaine. Et bien sûr, pour conclure cette émission, on va tous pousser ensemble notre cri de guerre. 1, 2, 3. Allez, Allez, le le LOSC! LOSC! À bientôt, ciao! Ciao.